Il y a plein de footballeurs qui sont moches. Ouais, Messi, par exemple, il est moche. Les gens le kiffent. Donc, mais tu vois, une femme moche, ça ne va pas être tolérée. Mais non, mais c'est vrai. Mais si tu le regardes, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je me dédouane de tout ça, Messi. Je me dédouane, je n'ai rien. Messi, je Moi, me dédouane. Beaucoup. Je t'aime il est beaucoup. moche. Tu es le numéro 1. Tu es le numéro 1, Lionel. Non, mais on comprend ce que tu veux dire. Welcome. Bienvenue sur Pas à Pas Podcast, ta dose d'inspiration quotidienne. Donc ne viens pas te plaindre du succès que tu n'as pas obtenu avec les résultats que tu n'as pas mis. Bonjour à tous. Bonjour. On a la chance d'avoir Jennifer avec nous. Bonjour à toi. Bonjour. Donc je te propose de te présenter brièvement. Moi, c'est Jennifer. Je suis de Bruxelles. Donc moi, mon secteur d'activité, c'est le fitness. Plus précisément bodybuilding et donc voilà, on va en parler plus amplement d'ici quelques minutes. Exactement. Et, du coup, la première question, c'est qu'est-ce que DNA Academy? En fait, DNA Academy, c'est notre centre de formation avec mon compagnon et un associé. Et c'est un centre de formation donc, qui permet aux personnes qui veulent se reconvertir dans le secteur du fitness de devenir entraîneur personnel et coach sportif. Ok. Donc est-ce que DNA Academy prend que ceux qui font de la musculation ou par exemple vous formez aussi, imaginons, des coachs qui veulent devenir par exemple coach, on va dire privé pour le basketball ou des sports plus spécifiques. C'est vraiment que musculation ? En fait, non, c'est vraiment coach sportif et entraîneur personnel. Donc, ils peuvent venir de divers horizons sportifs. La seule différence, c'est que nous, on va les former alors sur la partie préparation physique. Ok. Par exemple, tu sais très bien qu'en basketball, il y a toute la partie préparation du corps, donc avec musculation, stretching, cardio. Et nous, on va les former sur cette partie-là. Donc, ce n'est pas qu'on a énormément d'élèves, notamment qui viennent par exemple des sports de combat. Ouais. On va dire la plupart ne viennent même pas spécifiquement du bodybuilding, ils viennent même d'autres sports. Football notamment et sports de combat, c'est beaucoup. Ouais. Tout le monde. Et est-ce qu'il faut avoir des bases ou même une personne donc, qui n'a aucune base dans le coaching peut aussi donc venir dans DNA Academy? Parce qu'on sait que certaines formations dans divers secteurs, ils demandent quand même d'avoir au moins des prérequis. Genre, est-ce qu'un débutant pur qui y connaît rien, il peut venir ou c'est vraiment, il faut quand même avoir... Alors, la base, c'est quand même que la personne s'entraîne. Ouais. Parce que s'il découvre l'entraînement le premier jour de la formation, ça va être très compliqué. Techniquement, ça va être très compliqué. Maintenant, il peut démarrer... Idéalement, s'il a des prérequis, des bases en anatomie, en physiologie, c'est mieux. Sinon, en bossant beaucoup, même en n'ayant pas de prérequis dans le domaine, il peut aller s'accrocher, étudier et se former. Mais c'est vrai qu'idéalement, s'il a des prérequis, ça va être plus facile. Mais sinon, nous, on revoit vraiment toute la base théorique avant la partie pratique. Ok. Très intéressant. C'est intéressant. Hein. Mais donc, c'est vraiment en fait pour former des futurs coachs, en fait. Oui. Futurs coachs, comme vous pouvez voir dans toutes les salles ici en Belgique, notamment Basic Fit, vous voyez des entraîneurs indépendants qui travaillent avec des clients individuels. Là, c'est des vrais, là. C'est pas des gens qui viennent te dire viens t'entraîner. Oui, voilà, c'est des professionnels du domaine, en fait. C'est pas, je m'entraîne avec un pote, il me montre un peu, il connaît un peu. Non, là, on essaie au maximum de les former, qu'ils puissent devenir vraiment sérieux dans ce qu'ils font, en fait. Ça, c'est bien, ça. C'est l'objectif. Après, ce qu'ils en font après, c'est... Mais voilà, nous, on essaie au maximum de leur donner les clés. Ok, non, c'est bien. Parce que c'est vrai que la salle de sport, on néglige, on se dit que tu vas juste courir sur un tapis, mais il y a des process à avoir et c'est pas... Tu peux pas faire tout n'importe comment. Déjà, tu peux te blesser, déjà. Oui. Donc, non, c'est bien. Surtout qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le sport, donc, Il vaut mieux qu'ils soient encadrés parce que sinon ils vont se blesser et ça va les dégoûter et on les reverra plus jamais à la salle en fait. Ouais, c'est vrai. Et là, début 2024, il y a beaucoup de... On connaît... les résolutions. Les résolutions. En plus, je sais pas si tu te rappelles du post que tu avais mis en plus récemment. Elle avait mis quoi? La cellule graisseuse qui attend que l'eau et le citron... Enfin, c'est fait. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est un peu tous les petits conseils miracles, les recettes miracles. Non, si on veut perdre du poids, la clé, c'est quoi? C'est un déficit calorique et une activité physique.
Ok. Voilà, il n'y a pas de secret. Vous Y a pouvez pas de boire secret. tout le citron que vous voulez, vinaigre de cidre, enfin, il y a plein Café, de conseils. ouais. Voilà, ça ne va pas aller miraculeusement brûler les graisses comme ça sans rien faire. Et quand tu dis déficit calorique, c'est donc du coup, tu dois perdre plus que tu dois perdre plus que ce que tu ne manges, c'est ça? Tu dois, en fait, si tu veux, ton apport en calories, donc ce que tu manges, doit être en déficit par rapport à ta dépense physique. Ok. Tu dois dois brûler- manger que moins que ce que tu Tu brûles dépenses. plus de calories que... Voilà. Ça dépend. Ok, non, c'est bien. Et du coup, en fait, à quel âge tu as compris que le sport pouvait devenir ton métier? Alors, c'est... Au départ, moi, mon idée, parce qu'en fait, moi, mes premières études, c'était pas du tout dans le domaine sportif. J'ai un diplôme en communication. Ok. Donc, ça n'a absolument rien à voir. L'idée, au départ, d'abord d'entrer dans le sport, c'était plutôt, je voulais faire ça, j'aimais bien donner des cours collectifs, par exemple, tout ce qui était abdos, fessiers, step et tout ça. Et l'idée, c'était de travailler en journée en communication et le soir, donner des cours. Mais déjà pour me maintenir en forme, mais aussi voilà, parce que j'aimais bien partager et motiver les gens, partager le sport avec les gens et les motiver. Et en fait, c'était plutôt dans cette optique-là, et j'ai compris que ça pouvait être un métier quand j'ai eu l'opportunité de devenir entraîneur personnel. Donc j'ai refait les études pour devenir entraîneur personnel. Et là, j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment un domaine à part entière et qu'on pouvait en faire un métier. Moi, j'avais aussi un peu cette image quand j'étais plus jeune. Pour moi, le sport, c'était à la limite le prof d'éducation physique à l'école. Mais sinon, je ne voyais pas ça comme un métier. Puis les choses ont beaucoup évolué depuis. Hein. Donc, moi, je ne voyais pas ça comme un métier. Moi, je voyais ça plutôt comme un loisir. Mais là, j'ai vraiment décidé d'en faire un métier. C'est vrai qu'avant, il y a quelques années, c'est vrai que c'était pas considéré comme un... On va dire, j'ai l'impression que c'était un peu ouvert à tout le monde. Que il y avait beaucoup, surtout moi je me rappelle avant quand je m'entraînais en Basic Fit à Verviers. Donc du coup, il y avait à chaque fois plein de coachs, pseudo-coachs qui venaient te dire « Ouais, viens t'entraîner avec moi, 50 balles la séance, t'inquiète !» Et ils te faisaient un entraînement bidon en fait, que tu pouvais faire toi-même. Donc après, en fait, on se disait... Et après, il y avait un peu ce truc de se dire que les coachs du Basic Fit, c'était des escrocs, alors qu'il y en a qui travaillent bien, qui sont bien structurés, qui sont bien encadrés, et franchement, qui te donnent même des fois un programme, tu vois, à suivre par rapport à ton alimentation. Et ouais, c'est un peu les coachs comme ça qui ont un peu gâché En fait, ce qui se passe, je vais vous dire la vérité, c'est qu'en Belgique, le métier d'entraîneur personnel ou de coach sportif n'est pas vraiment protégé. Dans le sens, la seule chose qui est protégée, c'est le professeur d'éducation physique, où là, il faut passer une licence, il faut faire un bachelier de 3 ans, ou il y a aussi un master en 4 ou 5 ans. Là, c'est protégé, par exemple, pour travailler dans une école avec les enfants ou les adolescents. Là, c'est protégé. Par contre, travailler dans une salle de fitness, c'est pas protégé. Donc, il y a des salles qui engagent des gens sans diplôme, ce qui fait que tout le monde a un peu eu accès comme ça dans le métier, et c'est ça qui a terni l'image. Donc, nous, je vais pas vous mentir, nous, ce qu'on fait en DNA, ce qu'on propose, c'est des certificats. La différence entre un certificat et un diplôme, c'est quoi? C'est que le diplôme, il est reconnu par l'État. Le certificat, c'est qu'un certain nombre, par exemple, nos partenaires, c'est Basic Fit, va reconnaître notre certificat, mais ce n'est pas un diplôme d'État. Okay. Déjà, ça, c'est important de le préciser. Mais la différence avec l'éducation physique, où là, ça vous mène justement, ça vous apprend à encadrer plutôt des enfants. Allez, vous vous rappelez les cours d'éducation physique à l'école. Là, on vous apprend à travailler en individuel avec des adultes. Okay. Donc, avec différents objectifs. Et souvent, le plus classique, c'est perdre du poids, se remettre en forme, un peu se renforcer, etc. Donc, déjà, c'est ça un peu qui est compliqué en Belgique. C'est contrairement à la France, par exemple, où là, il y a vraiment un diplôme d'État pour chaque domaine. Donc, il y a un diplôme d'État, par exemple, pour être coach de basketball, coach de judo, coach de tennis, coach de football. Il y a un tronc commun qui est commun à tous. Et puis, il y a vraiment des diplômes d'État pour chaque domaine spécifique. En Belgique, on n'a pas ça. Okay. C'est pas réglementé parce que c'est pas un lobby où il y a beaucoup d'argent et donc je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Et du coup, c'est pour ça que n'importe qui peut aller en salle, mettre un t-shirt avec coach dans le dos, avoir des clients et prendre de l'argent. C'est pas protégé. Et donc, c'était aussi un peu ça l'idée quand on a fondé DNA Academy. C'est au moins d'apprendre aux gens à travailler correctement. À former des coachs pour qu'ils puissent bien travailler. Qui deviennent professionnels, voilà. Parce que c'est important quand même. Moi, je trouve le monde du sport,
pour moi, déjà, c'est lié au monde un peu de la santé. Parce que C'est la santé. c'est la santé. Parce qu'un coach qui te coach mal, Il peut te blesser. il peut te blesser et des blessures, des fois, qui peuvent rester à vie. Donc, Ouais. ouais, c'est important. J'ai l'impression, il y en a qui négligent ça vraiment. Il faut avoir un bon coach. Donc, de toute façon, voilà, DNA Academy, donc une petite pub. Hein. Donc, voilà, Alors, vous savez où aller. Hein. vous savez où aller. Donc, voilà. Et du coup, DNA Academy, c'est que en Belgique ou c'est aussi... Nous, en fait, on a formé dans plusieurs pays. C'est basé en Belgique. Nos bureaux sont en Belgique, mais on a aussi organisé des formations au Luxembourg, en Suisse, Sénégal, Maroc, Ok. Dubaï, Oh. Congo aussi. Oh. Donc différents pays francophones. Très Ok, intéressant. oh, mais c'est presque limite international là. C'était C'est le but. l'objectif. Ouais. Ok, et vous avez donc vous avez fait des formations donc un peu dans plusieurs pays, mais est-ce que vous avez une structure dans chaque pays ou pour l'instant c'est plus on va dire la structure, c'est-à-dire que imaginons une personne qui se dise, tu avais dit Dubaï. Est-ce que si par exemple moi je suis à Dubaï et j'ai envie de venir me faire former, est-ce que je dois attendre qu'il y ait un prochain événement ou ok. Oui. Ok. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un partenaire sur place. Ok. Et on a des dates précises de formation, les personnes s'inscrivent, après nous on vient sur place et on forme les personnes sur place. Ok. On a des partenariats avec des salles, justement pour l'aspect pratique, on va avoir des partenariats avec des bureaux pour toute la partie théorique. Mais je veux dire, l'école en elle-même, les bureaux administratifs sont ici en Belgique, Ok. de manière fixe. Ok. C'est dans un projet. Est-ce que vous avez pour futur projet peut-être d'ouvrir, mais maintenant dans d'autres pays ou pour l'instant, vous voyez pas trop l'intérêt? Pourquoi pas? Ça dépend. On n'est pas, Vous n'êtes pas fermé. on n'est pas fermé. Ok, ça va. Et par rapport, ce que tu as dit, c'est un certificat. Du coup, là, ça prendrait combien de temps pour obtenir le certificat? En fait, c'est avec toutes les. Faut compter au moins le temps de faire les cours, le temps de faire l'examen. Ça va être 6 mois environ. Ok, ça va. Après, si vous faites C'est 6 aussi mois des intensifs. workshops, oui, si vous faites aussi tout ce qui va être workshop, donc spécialisation, par exemple nutrition du sportif, pré- et post-natal, là, il faut compter une bonne année scolaire. Ok, non, mais c'est bien. C'est bien. En fait, le contenu, le nombre d'heures, il y a beaucoup, c'est condensé. Condensé. Si ok. c'était étalé, ce serait une bonne année scolaire vu la quantité de matière. Ok. Ouais, là, c'est une année intensive. Bien Oui. intensif, ouais. C'est pas en mode tu viens et t'as ton truc comme ça, il faut quand même. Non, te et battre c'est pour souvent ça le problème. Moi, je vois ça parce que moi aussi, je forme, je donne cours. Et souvent, les élèves, ils pensent, malheureusement, c'est un métier qui est un peu mal vu ou en tout cas mal considéré dans le sens où ils se disent un coach, c'est quoi? C'est j'ai des biceps, Je viens, des je abdos, des montre, pecs, ouais. je compte jusqu'à 10-12 les répétitions. Je crie sur le client et voilà, je suis coach. Et puis quand ils arrivent le premier jour, qu'on étudie la cellule, les différents tissus, toute l'anatomie, les articulations, les os, les poumons, le cœur, qui voient qu'ils doivent tout connaître, savoir comment ça fonctionne. Ils se disent, oh, Il y en a certains qui disent, mais moi je dois connaître ça en tant que coach. Je dis, bah oui, tu dois savoir comment le corps fonctionne. Bah oui, c'est Ah, logique. il y en a, ils fouillent après. hein. Ah oui, ils il y en a disent, oh là beaucoup, là. ils fuient parce qu'ils s'attendent pas. En fait, il faut avoir les mêmes connaissances qu'un kinésithérapeute ou qu'un ostéopathe. Mm. Et d'ailleurs, souvent, tu travailles avec eux. Ils t'envoient des patients, par exemple, pour renforcer spécifiquement, etc. Donc, tu dois comprendre leur langage. Si quelqu'un vient, il te dit, j'ai une hernie discale, moi, je sais pas, moi, L4, L5, et que tu sais pas c'est où, il y a un problème. Mm. Ouais, c'est vrai. vrai, Tu c'est dois vrai. pouvoir le situer. C'est vrai. Donc, Ça, c'est vraiment du bon coaching là. C'est pas. Je Voilà. pense que ceux qui fuient, c'est un peu ceux qui veulent faire les coachs Basic Fit 2.0. Surtout ceux qui veulent pas apprendre. En Ouais. fait, c'est ça le problème. Et moi, je leur ai dit, j'aurais un peu mis en garde, et des fois, là, ça les réveille. J'aurais dit, à la différence, il y a 2 types d'élèves. Moi, je leur dis, il y en a certains qui viennent juste pour avoir leur papier, Ok. pour pouvoir avoir le droit de coacher dans telle ou telle salle, et à ceux qui veulent apprendre. Ok. Voilà. Et faut apprendre. Moi, je trouve, dans la vie, même de manière générale, pas que dans notre domaine, chaque jour, tu as la possibilité d'apprendre quelque chose. Ouais. Et c'est dommage de rester à chaque fois au même niveau. Mm. Chaque jour, pour moi, tu dois évoluer. Ouais. Même si tu as appris une chose sur ta journée, tu as évolué. Non, Et c'est changer le mindset. Ouais, c'est vrai. Moi, je dis parfois, chaque jour, si tu n'évolues pas, en fait, tu as perdu une journée, tu as même régressé. Mais oui, tu as perdu Donc, une journée. c'est vrai. Chaque jour, il faut essayer d'apprendre. En fait, il faut être curieux. Il Faut être curieux. dans la vie, il faut être intéressé. Et voilà, chercher à apprendre des informations. Et même un petit truc, hein. En fait, il y en a beaucoup qui pensent que
pour apprendre, on va dire, quelque chose. Par exemple, imaginons que ton but, c'est d'apprendre, je sais pas moi, une formation ou on va dire, un domaine spécifique. Il ne faut pas forcément que tu apprennes des quantités par jour. Il suffit juste de 1 heure, même 10 minutes par jour. Tu répètes. Ouais. En fait, c'est l'accumulation de ces choses qui vont faire que, à la fin, tu vas atteindre cet objectif et que tu auras appris et que ça va te donner une soif d'en apprendre plus. Ouais. Tu vois? Mais la curiosité, je pense que ça se travaille. Je pense que c'est Ouais. au fur et à mesure que tu es curieux et que tu as envie d'apprendre, après tu deviens... Mais en plus, ce qui est fou, c'est que par rapport à... Allez, comme moi, j'ai commencé à m'entraîner, moi-même, quand j'ai commencé dans le métier, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. On commençait juste avec Facebook. Et nous, on n'avait pas accès, on devait aller acheter des bouquins, on n'avait pas accès comme ça à autant d'informations. Maintenant, avec YouTube, etc., il y a plein de chaînes, il y a plein de choses qui sont proposées gratuitement. Ouais. Après, c'est vrai qu'il faut faire un peu le tri entre ce qui est sérieux et pas sérieux, parce qu'il y en a des fois, ils ont des chaînes fitness, mais ils racontent n'importe quoi. Ils sont même dangereux. Mais il y a tellement de choses qui sont disponibles pour eux, donc je ne comprends pas comment on peut rester dans son coin et se contenter de ce qu'on sait déjà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est, Donc, surtout, c'est un domaine qui est tout le temps en évolution. Il y a tout le temps des nouvelles études qui sont faites, etc., notamment sur la croissance musculaire ou la perte de masse graisseuse. Il y a tout le temps des nouvelles études qui sont faites. Donc, par exemple, ce que je faisais il y a 10 ans qui fonctionnait pour sécher, pour préparer un concours, là, maintenant, limite, ça ne fonctionne plus ou c'est un peu obsolète. Donc, Parce que ça, je trouve, en tout cas en Belgique, j'ai l'impression que ça a mis des années à apparaître aux yeux du grand public, en fait. Ouais. J'ai l'impression. Je trouve qu'on était un peu en retard par rapport à ça. Mais on est en retard par rapport... En fait, on a un peu... Déjà, l'Europe, mais surtout les pays comme la Belgique ou la France, on est quand même des pays qui sont un peu conservateurs dans le sens, ils sont trop ancrés sur des anciennes choses, en fait, sur des anciens modèles. Exact. Et tout ce qui est un peu nouveau, ils ne comprennent pas. Et déjà aussi, voilà, il y a les affinités culturelles, dans le sens où ici, c'est un pays où ils sont plus branchés sport cardio. Donc football, cyclisme, etc. Donc déjà, quand tu parles de musculation, tout de suite... Ils te regardent mal. Voilà, pour eux, c'est de la gonflette, pour eux, c'est de la piqûre, pour eux, c'est... Enfin voilà, il y a déjà beaucoup... Il y a déjà une image négative. Et voilà, déjà, ça part mal. Ouais, c'est vrai. Et le problème, il y avait déjà des formations sportives à l'époque pour être coach sportif. Mais honnêtement, quand tu venais et que tu disais que tu étais culturiste, parce que nous, ça a été notre expérience à moi et mon compagnon, ben déjà, même les formateurs te regardaient de travers. Déjà, parce que tous, ils faisaient du trail, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient comme sport. Donc nous, déjà, on faisait de la muscu, on était ringards. Mais pourtant, sur les réseaux sociaux, moi, je vois que ça maintenant. Les gens qui font de la muscu. Comment perdre du poids en 10 jours? Suis ma vidéo, mets le pouce bleu. Maintenant, on voit que ça. C'est abusé. Ça, c'est vraiment démocratisé. On voit que des vidéos qui parlent de ça. Pour le meilleur et pour le pire. Comme tu dis, des gens qui... Parfois même, tu peux regarder une vidéo, après tu vas regarder une autre vidéo, et la deuxième vidéo va contredire la première vidéo que tu as regardée. C'est tout le temps. Donc, mais du coup, en fait, c'était pas vraiment une évidence pour toi de créer cette académie. Ça, c'est avec le temps. Ça, c'est venu... En fait, au départ, l'académie, on l'a créée parce que donc on était coach. Après, on était devenu head coach, justement, d'un Basic Fit. Donc, c'est-à-dire que tu recrutes une équipe de coachs qui va travailler au sein de la salle comme indépendant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on voulait leur proposer des workshops pour aller un peu plus loin, des spécialisations, par exemple par rapport à certains équipements, notamment workshop kettlebell, weightlifting, powerlifting, nutrition du sportif, parce que je me rendais compte que les coachs ne connaissaient rien en nutrition et ils racontaient n'importe quoi. Enfin, même, ils ne savaient pas trop quoi manger ou ils donnaient des conseils un peu curieux à leurs clients, on va dire. Donc, on s'est dit au départ, oui, on va faire des workshops, au moins pour qu'ils aillent un peu plus loin et pour qu'ils maintiennent leurs connaissances à jour. Parce que par exemple, un médecin, chaque année, il doit faire des séminaires, etc. Pharmacien, enfin, il y a plein de métiers où il y a des séminaires annuels ou en tout cas tous les 2 ans maximum. Pour rester dans le métier, il doit faire des séminaires. On s'est dit déjà pour les coachs, ça devrait être aussi ça. Puis après, là, on a rencontré notre associé. On a commencé, lui aussi, il avait son équipe. On a commencé à faire des échanges de formation. Et après, là, on a vraiment monté des formations pour ceux qui voulaient devenir coach. Au départ, c'était tout simplement, et c'est encore ça plutôt la base, c'était surtout pour former des gens qui on allait après recruter pour travailler dans nos clubs. Parce que des fois, il y en a, ils sont très motivés, ils veulent travailler, mais ils disent, bah oui, mais moi, j'aimerais bien me former, je suis motivé, mais je fais comment ?
Ouais. Donc, c'était vraiment monter une structure pour qu'ils puissent le faire. Parce que souvent, c'est beaucoup des jeunes qui viennent. C'est vrai. Et le truc le plus important, c'est qu'à l'époque, nous, quand on faisait les formations justement pour devenir entraîneur, souvent les formations étaient très chères. Très chères. Et nous, justement, c'est notre politique. Et on a été d'ailleurs très critiqués pour ça. On fait des prix très démocratiques. Okay. Comme ça, les gens, même jeunes, même qui ne travaillent pas, même qui ont des difficultés, de grosses difficultés financières, ils peuvent faire payer leur formation et après avoir un vrai travail derrière. Non, c'est bien. Pour moi, c'est quand tu fais une formation de coaching sportif à minimum 5 000 €, déjà c'est plus cher que le bachelier. Le bachelier, c'est je pense 800 € par an. Donc déjà, pour moi, c'est pas étatique si c'est plus cher qu'une formation étatique. Moi, je trouve ça honteux. Et c'est pas accessible. Donc déjà, c'est élitiste. Ouais. Donc c'est pas OK. Nous, on voulait que tout le monde puisse le faire ou par exemple aussi des réorientations professionnelles. Parce qu'on a beaucoup de réorientations professionnelles, des gens qui ont un métier et qui veulent changer ou qui veulent avoir une activité complémentaire mais qui leur plaît. Ils sont sportifs et comme ce que je voulais faire au départ. Donc voilà. Donc nous, ça c'est la politique de prix, on l'a eu depuis le début et on la gardera. Et voilà. Et pourtant, on offre quand même de la qualité. Mais voilà, on offre de la qualité, mais on fait ça à un prix raisonnable. Qualité à un bon prix. Voilà. C'est dommage parce que... Oh, non, j'allais juste dire que, en fait, tu as senti qu'il y avait un besoin, vous aviez senti qu'il y avait un besoin de former les gens, et de là, vous vous êtes dit, on va créer quelque chose pour leur donner, répondre à ce besoin, et quelque part aussi gagner de l'argent. Oui, après, on est une ASBL, le centre de formation. Hein. Donc, honnêtement, et je vais être honnête, je vais même parler limite au nom de tous les centres de formation, c'est pas qu'un centre de formation que tu deviens millionnaire. Donc, on fait ça en plus d'autres activités. Donc, ça, je vais pas vous mentir. Et par exemple, par rapport au prix de la formation, par rapport nous, au temps qu'on met dedans, limite, on gagne pas grand-chose. Mais on partage déjà notre passion, on partage une expérience. Et ça, c'est important. C'est déjà bien. À partir du moment où tu partages ce que tu aimes pour justement aider les autres, c'est bien. Mais du coup, ça veut dire quoi? Pourquoi DNA Academy? Déjà, DNA, c'est l'ADN. L'ADN, okay. C'est déjà la base de la vie. Et bon, pour la petite histoire, c'était parce que c'était par rapport à leur prénom à l'époque. Parce qu'on avait un 3e associé à l'époque, qui lui, maintenant, s'est concentré sur des choses plus communales. Mais il y avait David, Alexis, et en fait, N, c'était pour le nom de famille de Mehdi, notre associé. Donc, voilà, ils ont fait un jeu de mots entre DNA et les prénoms, les noms. Ok, d'accord. Pas mal. Il faut de la créativité, hein. Non, c'est bien. Parce que je me posais la question, je me suis dit pourquoi vous n'avez pas mis ADN Academy. Mais c'est vrai que ça sonne mieux DNA Academy, comme ça vous pouvez à l'étranger. Ah ouais, voilà, à l'étranger aussi, tout de suite quand on parle. Et même le logo, c'est l'ADN. C'est l'ADN. C'est bien. C'est bien. Là maintenant, j'ai une question, mais c'est pour le groupe. Là maintenant, donc c'est déjà bon. Est-ce que vous faites du sport? Je connais déjà un peu la réponse, mais le plus important, c'est qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie de tous les jours? De faire du sport. Déjà, bon, maintenant, moi, honnêtement, ça fait partie de ma vie, donc je me rends même plus compte. J'ai besoin de m'entraîner quasi quotidiennement. Donc déjà, bien sûr, je fais du sport. Mais déjà, ne serait-ce qu'au niveau, au niveau mental, au niveau gestion, relaxation, et aussi être en forme aussi, parce qu'on vieillit tout doucement, donc on se maintient grâce au sport, garder un corps tonique, pas avoir de blessures, pas trop vieillir, en tout cas non, vieillir bien. On vieillit tous, mais vieillir bien. Il y a tellement de bienfaits au niveau du sport que les citer là... Et toi? Moi, je fais du sport, maintenant je pense pas au même niveau que Jennifer. Moi, je fais du sport, avant j'en faisais beaucoup. Maintenant, avec certaines de mes activités, j'en fais un peu moins, mais j'essaie de toujours en faire. Parce que, en plus, je remarque qu'à un moment donné, quand j'en fais pas, je me sens bizarre, je commence à être un peu gros, grincheux, je m'énerve vite. Et je trouve que c'est important, même ne serait-ce que minimum moins une fois semaine, d'au moins aller faire un peu de tapis, de dégraisser un peu de corde à sauter. Et à la fin, je trouve qu'on a toujours ce truc, avant d'aller à la salle, on se dit « Oh non », on essaie toujours de trouver une excuse, on dit « Il pleut ». Oh, mais non, mais en fait, j'ai un truc à faire après truc. Et à la fin de la salle, on se dit, oh, heureusement, j'ai été parce que ça m'a fait du bien. Donc, moi, le sport, ça m'apporte, on va dire, de la tranquillité, de l'apaisement, mais surtout, je trouve de la discipline pour mes projets que je fais. Ouais.
Il y a une discipline. Parce que même si c'est ton métier, même si tu aimes, il y a des jours où tu n'as pas envie, il y a des jours où tu es fatigué, ou il y a des jours où, deux fois, c'est le soir, les gens, ils sont là, tu as envie aussi d'être au resto là. Non, des fois, voilà, tu dois faire ton entraînement. C'est encore pire quand tu prépares une compétition. Là, tu as un planning strict. Donc. Parfois, tu as des courbatures. Oh, les courbatures, moi, je déteste ça. Je déteste ça. Je sais pas si quelqu'un aime les courbatures. Hein, ouais, j'aime pas. En plus, j'en ai eu la semaine dernière parce que j'avais travaillé les biceps. Et je pense, après une semaine à partir, j'étais là comme ça. Je faisais ça, j'avais tout mal. Je me disais, non, plus jamais je vais aller. Non, mais moi, je pense que vraiment, c'est vrai, ça apporte de la discipline dans la vie de tous les jours. Oui. Parce que je trouve que quand on fait du sport, quand on est discipliné dans le sport, après, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça facilite dans la vie de tous les jours à te mettre aussi une certaine discipline. Oui. Et moi, par exemple, quand je fais pas de sport, moi, j'ai même carrément des problèmes de sommeil. Ça veut dire que tellement, genre, je fais du sport, bon, peut-être pas à ton niveau, mais voilà, ça va. Je fais quand même régulièrement du sport. Et quand j'ai une période où j'en fais pas, je commence à avoir des problèmes de sommeil parce que je suis plus fatigué, et je dors plus tard, je me réveille plus tard et non, c'est trop important. Moi, je trouve, hein, après, c'est pas, en fait, le problème, on est dans des politiques pour le moment où, au niveau de la santé, par exemple, à la place de parler des bienfaits du sport et d'une alimentation saine, on préfère, on a bien vu avec le vaccin, on préfère médicamenter les gens, leur injecter plein de vaccins, alors qu'au départ, si on est en bonne santé, notre système immunitaire, il est fait pour lutter contre les virus et les bactéries. Donc, on a affaibli notre système immunitaire avec ces histoires de masques, avec ces histoires de 50 000 injections, là. Et il y a la politique, et parce qu'il y a un lobby, le lobby pharmaceutique. Donc, ils préfèrent vendre des antidépresseurs, par exemple, ou vendre des somnifères si tu ne dors pas, à la place de dire, je sais pas, moi, fais du yoga avant de dormir, par exemple. Ça permet déjà d'un peu aider à sécréter de la sérotonine, et la sérotonine, après, ça sécrète la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Je sais pas, à la place de dire aux gens de prendre un bon petit déjeuner riche en protéines pour synthétiser noradrénaline, adrénaline, pour être en forme, pour te réveiller le matin, on leur donne des... Voilà, pour tout, on donne un médicament, en fait, parce qu'il y a un lobby derrière. Il y a un lobby derrière. Alors qu'il y a des fois des vrais médecins qui, justement, voient à l'encontre de ça, travaillent différemment, mais on leur fait souvent des problèmes. Et la base de l'hygiène de vie, c'est une alimentation saine, et une activité sportive. Alors moi, ok, c'est la salle, mais ça peut être aussi marcher, ça peut être, je sais pas moi, ne serait-ce que jardiner, bouger, en tout cas, être plus actif. À partir du moment où tu marches, tu fais du sport. Voilà, être plus actif. Il y en a qui prennent leur voiture pour aller à la boulangerie. Avec la boulangerie, elle a un côté marche, prends ton vélo ou achète-toi un vélo. Les gens sont trop sédentaires. Les gens sont trop sédentaires. Et le problème de aussi l'alimentation saine, c'est que maintenant, là, vous avez vu le prix de l'alimentation, ça a super augmenté. Manger sainement, c'est cher. C'est cher, donc les gens préfèrent. Le poisson, c'est hors de prix, par exemple. Les légumes, voilà. Le saumon, j'avais vu, je m'étais dit, allez, je vais commencer le saumon. J'ai dit, oh là là, je vais pas commencer maintenant. J'ai vu 2 barquettes, 60 €. J'ai dit, mais non. Ça a vraiment augmenté. Donc, du coup, les gens, ils mangent ce qui est le fast-food, c'est moins cher, c'est rapide. Voilà, il y a vraiment un problème. Ouais, non, c'est vrai, il y a un réel problème. Et je trouve que les gens qui n'ont jamais fait de sport, en plus, il y en a, ils s'entêtent à se dire non, mais c'est pas la solution, et ils préfèrent aller acheter leur pizza Dr Oetker à 3 € parce que quand ils voient le prix du saumon, non, mais c'est problématique en vrai. Et souvent, les gens, après, tu les amènes, ils font du sport, ils commencent à aimer, et puis il y a des gens comme ça, ils lâchent plus jamais. Ils lâchent plus jamais parce et c'est eux-mêmes qui te disent non, quand je fais ma séance ou quand je fais mon sport, je me sens trop bien, j'en ai besoin, etc. Et moi, je trouve qu'il faudrait plus parler des gens comme ça que commencer à dire non, il faut prendre des médicaments, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Parce que les gens qui commencent le sport et qui goûtent le sport, souvent après, ils ne s'arrêtent jamais. Ouais, ils s'arrêtent pas. C'est avec la régularité. Hein. Moi, j'essaie à chaque fois, par exemple, que c'est un bête truc, à chaque fois que j'ai mal à la tête, moi, je retarde le plus possible le fait de prendre un Dafalgan. J'essaye de boire de l'eau, j'essaie de me reposer, j'essaie de prendre des trucs naturels. Après, si je vois que ça tape trop la tête, là, on est obligé. Mais je trouve que les médicaments, c'est utile, mais il faut d'abord essayer les premières méthodes. Faire du sport, bien manger, bien dormir. Ça doit être progressif, Ça doit être progressif et ça ne doit pas être la solution, la solution directe. Ça, c'est important. Mais en t'écoutant, du coup, j'ai
bien compris, tu as déjà fait des compétitions de bodybuilding. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le processus, comment ça se passe, etc. Si tu en as déjà gagné une ou... Plusieurs. Ok, pardon. Je ne voulais pas t'offenser. Félicitations. En fait, au départ, pourquoi j'avais voulu faire une compétition, c'était un challenge. C'était pour voir si tenir le régime, parce que c'est ça la partie la plus difficile. Hein. C'est que c'est un régime quand même strict, tu calcules tout, tu pèses tout. Et donc c'était ça au départ le challenge. Après, moi je parle de bodybuilding, c'est-à-dire moi j'englobe toutes les catégories, mais il y a des différentes catégories en fonction du type physique, en fonction, on va dire, du volume musculaire. Donc j'avais été en body féminin. Et après, maintenant, j'ai changé de catégorie. Je suis en fitness wellness. Donc, c'est une catégorie qui requiert un peu moins de volume et la sèche moins poussée. Mais le processus reste le même. Hein. Donc, en général, moi, je mets... il faut minimum 3 mois pour se préparer. En général, il faut 6 mois. Et alors, tu fais quotidiennement de la musculation, du cardio. Tu dois aussi travailler ton posing. Il y a ta diète à faire. Il y a ta diète à suivre. Tu augmentes les protéines. Tu diminues les glucides. Les lipides aussi, tu les diminues. Et puis, c'est en fonction de l'évolution de ton physique, tu ajustes les entraînements, tu ajustes la diète. Bon, ça a l'air pas facile. En fait, c'est difficile. C'est difficile. Et moi, ce que je dis toujours, si la préparation, c'est un chemin de croix, c'est-à-dire si tu n'apprécies pas toute cette phase, même si elle est difficile, il ne faut pas le faire parce que sur scène, ça dure 2 minutes. Hein. Ouais. Ça dure pas longtemps sur scène. Ouais. C'est vrai que si tu fais tout ça pendant 6 mois et qu'après, c'est vrai peut-être que tu n'es pas sélectionné, tu ne gagnes pas, même tu n'arrives pas à la 3e place ou quoi, c'est vrai que ça doit faire mal quand même. Mais après, bon, je pense que c'est un peu comme la tout, première victoire, c'est déjà d'être prêt le jour J. Je pense que c'est ça. Ouais. Après, ça reste subjectif parce que pourquoi c'est des juges qui choisissent. Et à partir du moment où c'est un autre être humain qui choisit le gagnant, ça ne peut pas être 100% objectif. Parce que des fois, il y a aussi, moi je l'ai déjà vécu, par exemple, des fois, le juge, il connaît l'athlète, machin. Voilà. Ouais. Et c'est comme ça, je pense, dans tous les sports où il y a des juges. On voit bien dans les sports de combat. Ouais. Quand c'est pas des KO directs, quand c'est au point, moi on voit des injustices quand c'est à la décision des juges. C'est la même chose dans le body. Donc déjà, il faut aller au-delà de ça, te dire, voilà, c'est moi contre moi-même. Il ne faut même pas regarder les autres candidates. Déjà, toi, si tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même, même si tu n'as pas la place que tu as voulu, tu vas être contente parce que tu n'aurais pas pu faire plus que ça. Parce que chacune vit avec ses moyens. Moi, par exemple, je travaille beaucoup. J'ai des horaires qui sont parfois compliqués. Donc moi, je dois combiner ça avec ça. Il y en a certains, des fois, ils ne travaillent pas, ils font que ça. Ouais. Donc, ils ont le temps de faire les choses bien à chaque moment. Voilà. Donc, c'est pour ça que limite, voilà, c'est toi contre toi-même. Et après, évidemment, si tu gagnes, c'est bien. Mais si tu... Voilà, si tu gagnes pas, moi, je trouve que même si tu gagnes pas, le fait de te dire que tu as réussi à atteindre ton objectif, tu as quand même gagné. Oui, tu as gagné. Tu as gagné quand même. Donc c'est bien. Mais c'est un peu comme... est-ce que c'est un peu comme les sports de combat? Est-ce que vous avez une pesée aussi ou pas du tout? En fait, ça dépend s'il y a une catégorie de poids, oui. Okay. Mais moi, j'ai plus de catégorie de poids. Je préfère parce que moi... me demander d'atteindre un poids cible, c'est toujours une galère. J'imagine. Avec la diète, etc. C'est très difficile. J'imagine. Je vois beaucoup les combattants de MMA qui font, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une perte d'eau, je pense. Tu vois, genre, ils boivent beaucoup d'eau. Et genre, à un moment donné, on les voit soit dans des couvertures ou quoi. Et on voit ou dans les baignoires, oui. Ils font ça 2 fois au body pour la peser, mais le problème, c'est que c'est hyper dangereux. Il y en a, ils perdent 10 kilos. Ils sont complètement déshydratés. Tu peux avoir 2 fois... il y a déjà eu des arrêts cardiaques, il y a des malaises. Oui. Donc, c'est pour ça que moi... Parce qu'il y a longtemps, il y avait une fédération dans laquelle je voulais absolument participer, une catégorie, et ils te demandaient, le poids était calculé par rapport à ta taille. Moi, je suis petite, il fallait que je pèse 52 kilos. Mais moi, dès que j'ai commencé la musculation, ne me demande pas de peser 52 kilos. C'est ce que je faisais quand j'ai commencé. C'est vrai. Comment tu veux faire 52 kilos et en même temps être super musclé? Mais il y en a, c'est parce qu'elles sont, elles sont quand même fines. Moi, je suis dense. Il y en a, elles sont fines, elles sont très sèches, mais elles sont fines. Ouais. Moi, déjà, je suis dense, j'ai du volume, donc j'ai arrêté les catégories de poids. Moi, c'est mieux, j'y vais avec le poids que j'ai. Hein. Okay. Là, j'ai commencé, je me suis toujours même pas pesé. Ça sert à rien. Moi non plus, moi je me pèse plus, mais c'est plus pour les mêmes raisons que toi. Nous on a arrêté. J'ai arrêté. Le projet Abdo a été abandonné. Mais bon, on avait déjà abordé le sujet un peu avant. On voulait plutôt savoir
si tu trouvais que le bodybuilding, c'était un sport reconnu à sa juste valeur en Belgique. Non. Pas du tout. Non, bah déjà, c'est... Non, parce que... En Belgique, culturellement, il n'y a déjà pas le culte, entre guillemets, je vais parler de l'homme, là. Parce qu'au départ, le bodybuilding, ça a commencé avec les hommes. Il n'y a pas le culte de l'homme fort, déjà. Donc, forcément, le culte de la femme forte, oublions. Et c'est très mal vu, très mal perçu. Et puis aussi, c'est pas un sport qui génère de l'argent en Belgique. Ouais. Parce que vous savez, ce qui génère de l'argent, c'est la publicité, c'est le sponsoring. Et la plupart des grandes marques de compléments sportifs ou de vêtements spécifiques ou les grosses, tout ça, c'est aux États-Unis. Donc en Belgique, non, c'est pas reconnu ça juste valeur. Tu peux pas vivre du bodybuilding en Belgique, en tant que bodybuilder. Je veux dire, en tant que bodybuilder, le bodybuilder, il va vivre de représentation. Par exemple, il y a une inauguration d'une salle, il va venir, il va faire un posing, il va représenter une marque, de vêtements, de suppléments, etc. En Belgique, il n'y a pas de contrat pour ça. Il n'y a pas de fédération genre qui paye les bodybuilders, non. Non, en fait, quand tu deviens professionnel en Belgique, une fois que tu es professionnel, là, tu es affilié à la fédération internationale. Tu n'es plus affilié à ta fédération nationale, même si tu représentes ton pays dans les compétitions internationales. Mais ce qui se passe, c'est que tu gagnes de l'argent. En fait, tu gagnes de l'argent quand tu gagnes. C'est-à-dire, par exemple, tu vas aller à une compétition, ils disent, voilà, le top 5, voilà, le premier, il gagne, je ne sais pas moi, 10 000 €. Le deuxième, il gagne 7 500. Le troisième, 5 000. Là, c'est au hasard. Ça dépend. Ça dépend. En fait, il y a des compétitions, il y a des gros gains. Et il y a des compétitions, il y a des plus petits gains. Donc ça dépend. Et les gens, en fonction de ça, ils choisissent. Mais tu gagnes que si par exemple, ils disent qu'il y a de l'argent pour le top 5, tu es en dehors du top 5, tu gagnes pas. Tu gagnes pas. Quand tu es professionnel. Et tu en as combien? Genre, parce que tu dis que tu as un top 5, mais top 5 sur combien? Sur 300? Ça va dépendre. Allez, c'est par catégorie, donc tu n'auras jamais 300 athlètes dans une catégorie. De toute façon, au plus il y a d'athlètes, au plus il y aura une présélection qui se fera. Ok. Tu vois, sur scène, ils ne vont jamais apparaître 300. 300, ouais, déjà, il n'y aura pas de place, sinon ça serait ligne par ligne. Et c'est sur base de quoi, en fait, que vous êtes sélectionné? Parce que moi, je me demande toujours, est-ce que c'est sur base juste de... Ils aiment bien votre corps, la musculature? C'est sur base de quoi, vraiment? Il y a des critères. En fait, pour chaque, si tu veux, quand on parle de bodybuilding, là, je parle au niveau global, mais après, il y a des catégories. Il y a les catégories hommes et femmes. Par exemple, chez les hommes, il y a la catégorie classique bodybuilding, avec le volume, la sèche, etc. Il y a les catégories qu'on appelle men's physique, où ils portent un short. Ça, c'est les catégories chez les hommes. Il y a men's physique, classique physique et bodybuilding. Alors, il y a les super lourds, où là, il n'y a pas de limite de poids. Et il y a les... ils appellent ça la catégorie 212, 212 LBS, où là, je pense qu'ils ne doivent pas dépasser 97 kilos sur scène. Donc, il y a des critères pour chaque catégorie. Et chez les femmes, là, il y a quand même pas mal de catégories. Alors, chez les femmes, je vais citer de la plus musclée à la moins musclée, comme ça, les gens savent un peu. Il y a bodybuilding féminin, où là, les femmes... Alors, moi, c'est exactement ce que je reproche au body féminin actuel. C'est pour ça que j'ai quitté le body féminin. C'est parce que, en fait, ils appliquent les mêmes critères que chez les hommes, en termes de volume et de sèche. Donc on est avec des femmes qui ont vraiment des corps qui sont, tout doucement, s'éloignent un peu de la féminité, comme nous on l'entend en fait. Donc il y a bodybuilding, il y a women's physique, ça c'était la catégorie quand j'ai eu ma carte professionnelle, où là on revenait un peu au standard des années 80, mais justement on en est sorti, c'est pour ça que je suis sorti de cette catégorie. Ensuite tu as body fitness, qu'on appelle aussi figure aux États-Unis. Il y a fitness, où là, en fait, c'est parce qu'il y a une routine de gymnastique à faire. Donc, si tu n'as pas été ancienne gymnaste, c'est un peu compliqué. Et puis, tu arrives à fitness wellness, c'est ma catégorie actuelle. Et puis, tu as bikini. Miss Bikini. On va dire ça, c'est la plus volumineuse jusqu'à la moins volumineuse. Donc, on va dire que tu as suffisamment de catégories pour que chaque femme puisse s'y retrouver. Et dans chaque catégorie, tu as des critères. Et en fait, tu dois te coller le plus possible aux critères. Et évidemment, avoir un physique harmonieux. Ok. En parlant de musculation, en parlant de compétition, là, on va rentrer tout doucement dans les questions de débat. Et la première question, c'est la musculation, une nécessité pour tout le monde. Vous en pensez quoi? Moi, je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit une nécessité pour tout le monde. En fait, ça dépend. En fait, si c'est juste la musculation pour on va dire, être bien formé, c'est-à-dire on va dire musclé, je pense pas que ce soit pour tout le monde. Maintenant, je pense que la musculation en elle-même, c'est-à-dire que tu vas à la salle, tu utilises des poids, c'est nécessaire parce que les gens pensent que pour être en bonne forme, il suffit juste de courir. Non, tu dois aussi entraîner tes bras, tu vois. Tu dois aussi entraîner tes jambes. Tu dois aussi, par exemple, imaginons, si tu n'entraînes pas, tu vas à la salle, tu fais que courir.
Imaginons, je sais pas moi, un jour tu fais un déménagement, tu prends un meuble lourd, bim, allez, tu te casses quelque chose, tu vois. Et on va te dire, ouais, mais comment ça se fait et tout. En fait, c'est parce que tu n'as jamais entraîné, on va dire, tes bras. Ben, à un moment donné, t'étonnes pas qu'un jour, si tu es face à une situation, c'est fini, tu vois. Alors moi, je pense que la musculation, elle est nécessaire pour tous, mais on va pas l'appliquer de la même manière. Ouais. Allez, on va commencer pour monsieur et madame tout le monde. Là, on va plutôt parler alors de renforcement musculaire. Pourquoi? Déjà pour se protéger des blessures. Parce que par exemple, quand quelqu'un fait un accident, des fois le même accident, une personne qui a une musculature, enfin les muscles toniques, et une personne qui ne les a pas, les séquelles vont pas être les mêmes. Donc déjà, les muscles, le rôle, c'est déjà de protéger nos organes. Déjà, ne serait-ce que pour la posture. Les gens, surtout qui travaillent dans des bureaux, qui sont assis toute la journée, ils ont des gros problèmes de posture, de douleur au niveau cervical, au niveau lombaire. Donc déjà, avoir un dos bien fort, ça permet d'éviter les douleurs, d'éviter les éventuels problèmes de dos. Et aussi pour la mobilité. Hein. Pour la mobilité. Donc moi, je pense, on va dire, là, je vais parler plutôt d'entraînement fonctionnel. Ne serait-ce que les mouvements de base, hein, porter, par exemple, avoir suffisamment de force. C'est con, mais suffisamment de force pour porter ses courses. Moi, je ne me fais pas aider pour porter mes courses. Je porte mes packs d'eau, même j'ai 4 sacs, je les porte toute seule. Moi, je connais plein de femmes, si leur mari ne vient pas les aider pour porter les courses, ou elles ont un caddie. Ouais. Donc déjà, pour des choses fonctionnelles, ou ne serait-ce que des fois, porter ses enfants. Des fois, ils pèsent lourd, hein, les enfants. Hein. Donc, porter ses enfants, jouer avec eux, etc. Donc... pour les gestes de la vie quotidienne, c'est important d'avoir un corps suffisamment fort et mobile. Donc ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Pour les personnes âgées, il faut avoir suffisamment de masse musculaire aussi pour bien protéger les os. Parce que plus on vieillit, puis évidemment, il y a des gros risques de blessures. Ne serait-ce chez une personne âgée, une chute peut être fatale. Ouais, alors que si c'est une personne qui est suffisamment renforcée, ça va la protéger. Après, la musculation, il y en a, c'est pour esthétique. Avoir un corps tonique, avoir un corps qui leur plaît, ouais, ça c'est une chose. Mais pour tous les sports, tu as bien vu, en basketball, il y a une partie préparation physique où là, on fait appel à la musculation. Pourquoi? Déjà pour prévenir les blessures. On va aller renforcer les muscles qui sont souvent sollicités dans le sport en lui-même. Et aussi, évidemment, pour la performance. Il y a tout le travail d'explosivité, de son et tout ça, voilà. Donc la musculation, elle va être utile. Pour moi, elle est utile pour tout le monde, mais on l'utilise de manière différente. Ouais. Je pense que... T'as tout dit, t'as tout résumé. Non, moi, je suis prof. Parce que je pense la même chose. Je pense que c'est nécessaire pour tout le monde, mais j'ai pas besoin de détailler. Du coup, on passe à la deuxième question du débat. La deuxième question, c'est est-ce que c'est normal qu'une femme gagne moins d'argent qu'un homme pour le même sport? Là, c'est vraiment sur le... En tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur? En tant qu'athlète. Donc, c'est sport général, là où les hommes gagnent plus, on va dire le foot. J'imagine peut-être en musculation aussi, etc. En fait, le problème, les revenus, c'est un problème quasiment dans tous les sports. Le problème, c'est que dans le sport, les revenus sont générés toujours avec les sponsors et les publicités. Étant donné que dans la conception actuelle des choses, le sport, c'est toujours quelque chose de masculin, forcément, les publicités font plus appel à des athlètes hommes. Enfin, après, ça dépend pour quel produit. Et forcément, les revenus des femmes, je pense par exemple aux joueuses de foot ou aux boxeuses, les revenus de femmes sont moins élevés. Moi, maintenant, je ne trouve pas que c'est quelque chose de normal parce que l'effort physique est le même et limite même supérieur chez une femme. Il y a certaines périodes du mois où l'effort pour aller faire ton entraînement, l'effort physique est plus intense qu'un homme. Mais malheureusement, la réalité fait que le sport masculin reste toujours quand même plus attractif que le sport féminin. Et du coup, ça génère plus d'argent. Donc même dans notre... moi, je sais que c'est le cas pour les footballeuses professionnelles, les boxeuses professionnelles, même les basketteuses professionnelles. Et dans le bodybuilding, le fitness n'échappe pas à la règle. Hein. Les revenus des femmes, même on voit les primes pour les compétitions professionnelles sont moins élevées chez les femmes que chez les hommes. Et est-ce que tu penses pas que c'est... Enfin, comment se dire? Est-ce que tu penses pas que c'est parce que... on va dire le sport attire moins les femmes, en tout cas de le regarder le sport. C'est vrai que, par exemple, je vois les matchs de foot, c'est plutôt les hommes. On voit dans les pubs, vous voyez, tous ces pubs spécialisés qui retransmettent tous les matchs basket, baseball, football, etc.
c'est vrai que c'est les mecs avec leur bière à la main, c'est un peu ça le truc classique. Du fait que les hommes regardent plus le sport, ils vont plus évidemment regarder le sport masculin parce que, entre guillemets, ils vont plus s'identifier ou ça va plus les intéresser. Donc forcément, ils vont mettre des publicités qui visent les hommes. Mais d'un côté, souvent, c'est les femmes qui achètent. Même le parfum pour l'homme, les slips, ce genre de choses, c'est les femmes qui achètent. Mais après, oui, par exemple, c'est vrai que ça c'est peut-être pas un bon exemple, le parfum ou les slips, parce qu'elles vont acheter un parfum pour leur homme, donc forcément, elles vont mettre un homme auquel elles identifient leur mari, même s'il ne ressemble pas au maquette dans la pub. Mais c'est souvent classique. Mais c'est vraiment une affaire je pense, c'est surtout des revenus générés. Il y a encore le côté qu'une femme sportive fait moins vendre qu'un homme. Et le problème, c'est que les femmes, quand elles font vendre, c'est tout de suite un peu plus sexualisé. C'est tout de suite, voilà. C'est féminin. Voilà. Moi, je trouve que, honnêtement, moi, je pense que ça dépend, mais pour moi, oui, c'est justifié dans le sens où, pour certaines, on va dire certaines pratiques, comme par exemple, moi, je prends mon cas, donc le basketball, je trouve qu'en fait, le salaire donc, qui est versé en fonction donc, des revenus, on va dire du taux d'attractivité que la femme apporte. Et dans le basket, on va pas se mentir, en NBA, ils apportent beaucoup plus au niveau de la visibilité. Ouais. Il y a beaucoup plus de gens qui vont voir des matchs NBA. Tu peux même regarder juste les centers, comment ils sont grands. Ils sont toujours remplis avec des places des fois vendues à des prix exorbitants. Tandis qu'en WNBA, c'est moins le cas. Tu vois, donc moi, je trouve que dans le milieu de la musculation, je trouve que ça devrait être 50-50. Maintenant, je trouve que dans le milieu comme le sport, par exemple le basket ou le foot, moi je trouve que c'est justifié parce que en fait, ils apportent un peu cette visibilité, cette audience. Tu vois, tu as plus d'audience dans le foot à la FIFA pour les garçons que pour les filles. Apparemment, pour la Coupe du Monde, ils ont même dû offrir des tickets pour remplir les stades. Wow, tu vois, et c'est vrai que inconsciemment, voilà, c'est vrai qu'il y a rien à faire. Le sport masculin est plus attractif. Et la vérité, c'est vrai que moi-même, je suis pas très foot, hein, mais j'ai jamais regardé un match de foot femme. J'ai déjà regardé des matchs de foot homme, matchs de Coupe du Monde ou Coupe d'Europe. La boxe, je vais regarder les matchs, ça va être forcément des poids lourds, ça va être des hommes. Donc c'est vrai que même en tant que femme, on a plus tendance à regarder aussi du sport masculin. Donc voilà. Moi, je pense que c'est justifié. Après, moi, je suis capable quand même d'aller regarder les choses par soutien, de dire justement, allez, il faut qu'en tant que femme, on soutienne justement le sport féminin. Mais c'est vrai que c'était un peu l'habitude. Mais après, on te proposait que du sport masculin aussi. Après, voilà, c'est aussi par rapport à ce qu'on propose. Moi, je me rappelle les Jeux Olympiques. Moi, j'adore regarder les gymnases, j'adore regarder le patinage artistique. Je trouve ça très joli. Je trouve ça plus joli les femmes que les hommes, que ce soit sur la glace ou en gym. C'est normal. Donc, ouais, ça dépend quel sport. Moi, je pense que c'est justifié, en fait, parce que les hommes rapportent plus que les femmes. Génèrent plus de revenus. Voilà, génèrent plus de revenus. Donc, automatiquement, ils vont plus gagner. Maintenant, je trouve qu'il y a le souci, c'est plutôt, en fait, la mise en avant. C'est que ça veut dire, on met que les hommes en avant. Ça, c'est une réalité aussi. Ah, c'est vrai. Et ça fait que quelques années, en vrai, que ça commence. Ok, par exemple, pour le football, qu'on met en avant vraiment le football féminin. Donc, je pense que dans quelques années, ça va prendre du temps. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Moi, à un moment donné, pas pour le football féminin. Non, pas forcément pour le football féminin. Là, je parle pour le sport. Le sport en général. En général, sur la mise en avant. Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, on sera habitué à voir. Il y a la Coupe du Monde, par exemple, des femmes. Mais déjà... Après, est-ce que tu regardes pas? Voilà, ça, c'est ton droit. Mais je pense que, tu vois, la mise en avant par rapport au sport féminin, c'est... Avant, c'était plus caché, tu vois. Mais déjà, si on ne disait pas qu'il y avait des footballeuses, par exemple, féminines professionnelles, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Non. Tu vois. Ou par exemple, dans le bodybuilding, excusez-moi, tu vois. Je pense que la mise en avant, c'était un réel problème. Et je pense que maintenant, avec encore quelques années, peut-être pas forcément au niveau des hommes, parce que je dis que ça va être équilibré, etc. Mais en tout cas, je pense qu'elles vont gagner plus d'argent avec le... chez les femmes, ce qui se passe, c'est qu'il faut... Et même les femmes aussi recherchent ça. Si le sport n'apporte pas un côté glamour, les femmes n'aiment pas.
Parce que c'est vrai que des fois, la tenue, c'est pas beau. Regarde ce qui fonctionne aux États-Unis. C'est quoi le baseball? Non, pas le baseball, le football. Américain en lingerie. Oh, je connais même Je sais pas si tu as dit. Ouais, il y a une ligue. Hein. Non, Ils cassent les filles en fonction de leurs compétences, mais même en fonction de leur physique. Tu vois? Donc, en fait, le problème, c'est que les femmes, on attend toujours qu'elles apportent un côté plus glamour que les hommes. Et s'il n'y a pas ce côté glamour, les gens ne regardent pas. Et même les femmes elles-mêmes ne regardent pas, ou en tout cas ne veulent pas s'identifier à ça. Je sais pas, j'ai vu une vieille vidéo comme ça. Je ne sais pas si vous avez... elle était assez connue. Il y avait la championne de cyclisme française, la Janie Longo. Mais par exemple, on parlait justement du cyclisme féminin. Je pense que c'était... si vous tapez sur YouTube, vous allez trouver, c'est assez drôle. Justement, il disait que le cyclisme féminin était moins mis en avant, etc., alors que c'était une grande championne. Et le gars, il lui a dit platement, mais c'est normal, le juste au corps, ça met pas en valeur le corps d'une femme, elle est pas belle. Il lui a dit ça comme ça. Il dit, moi, si les femmes sont moches, j'ai pas envie de les regarder, même si elles sont performantes. Et il y a toujours ce côté-là. Une femme, on veut la regarder que si elle est belle. Tandis qu'un homme, on peut le regarder s'il est performant. Il y a plein de footballeurs qui sont moches. Messi, par exemple, il est moche. Les gens le kiffent. Donc, mais tu vois, une femme moche, elle ne va pas être tolérée. Mais non, mais c'est vrai. Mais si tu le regardes, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je me dédouane de tout ça, Messi. Je me dédouane, je n'ai rien. Messi, je me dédouane. Beaucoup. Je t'aime beaucoup. Tu es le numéro 1. Tu es le numéro 1, Lionel. Non, mais on comprend ce que tu veux dire. En fait, tu vois, c'est pas le cliché qu'on va dire le beau gosse, c'est Cristiano Ronaldo dans les footballeurs. Tu vois, c'est pas Messi. Oui, Beckham, en plus, il est looké, tatoué. Pas lui. Ouais, c'est vrai. Tu vois, encore, le look, ça peut améliorer, mais voilà, pourtant. Mais une femme, elle n'a pas le droit d'être moche, mais maintenant, il faut aussi voir, parce que tu as parlé de Messi, mais est-ce que, mais non, bon, moi, en vrai, je vais pas affirmer parce que je ne connais pas, donc, dans le milieu du foot, mais est-ce que, par exemple, Capello, tu penses qu'il y a une femme dans ce monde qui ait le même talent que Messi? Moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense pas. Je connais rien au foot, moi, je ne peux pas dire. Moi, honnêtement, je pense, je sais pas, moi je serais pas de dire. Je pense de toute façon, déjà, on ne doit pas comparer les talents. Les performances d'un homme et une femme sont différentes. Hein. Je pense que c'est différent. Après, il y a des femmes qui jouent très bien au foot. Mais je pense aussi que, par exemple, si on prend le milieu du foot, par exemple, ça fait combien de temps que les femmes jouent au football? Tu vois, on doit aussi prendre ça par rapport à l'évolution qu'elles vont avoir. Ouais. Si tu compares ça aux hommes, les hommes, ça fait depuis combien d'années qu'ils jouent au foot? Et si tu regardes au début, c'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Donc ils ont évolué avec le temps. Et les femmes, ça va être la même chose pour elles. Ça veut dire avec le temps, elles vont évoluer. Et à un certain moment, il y aura des femmes qui auront un niveau stratosphérique, entre guillemets, tu vois. Et si ça se trouve, bon, je regarde pas forcément le football féminin de manière régulière. Je regarde plus les compétitions internationales. Mais il y a déjà eu des femmes où voilà, tu les vois juste, tu te dis, ah non, mais elles ont un bon niveau, tu vois. Non, c'est vrai. Mais elles doivent évoluer, voilà, avec le temps, elles vont évoluer comme dans tout, en vrai. C'est pas que le football ou que le sport. Moi, par exemple, je trouve les sports de combat, pour avoir déjà vu des combats féminins, les combats féminins de MMA, par exemple, sont beaucoup plus violents, je trouve, que les combats masculins. Elles finissent ensemble. Ouais, moi, j'ai dit, je rentrerai jamais dans une cage contre une femme féminin. Jamais. On dirait des chiennes enragées. Non, mais donc, elles sont beaucoup plus violentes, hein. Il y a certains combats là, ça. C'est une boucherie. Ça cogne. Hein. Oui. Elle se tire les cheveux, elle se met. Oh là là, c'est. C'est une boucherie. Donc, en fait, c'est vrai, je pense qu'il ne faut pas comparer le sport féminin et le sport masculin. Mais je pense qu'il faut déjà une plus grande mise en avant. Mais après, deux fois, il y a la mise en avant. Si le public ne suit pas, ils ont mis en avant la dernière Coupe du Monde féminine, je trouve. Ouais, ils ont quand même fait de la pub, etc. Mais après, apparemment, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de tickets qui avaient été offerts via des concours ou à des entreprises pour remplir les gradins. C'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts à faire le chemin pour le foot féminin, quoi. Pas encore, en tout cas. Mais ça commence, je ne sais pas si vous avez vu, enfin moi, j'avais vu ça il y a quelques temps, au niveau, comment on appelle ça, au niveau genre de l'athlétisme, du 100 mètres. Moi, par exemple, il y a... C'est populaire chez les femmes aussi, quand même. Chez les femmes, il y a une... Je crois que c'est une américaine, elle s'appelle Richardson, comme ça. Elle court, mais c'est abusé. Et genre, à chaque fois, je commençais à regarder ses vidéos, parce qu'en fait, elle ramène un peu ce truc de... C'est pas juste, elle a la performance. Elle est là, elle court, et après, tu vois, elle fait des petites mimiques et tout, et ça ramène un peu ce petit truc. Tu te dis, ah ouais... Elle fait le show, non? Ouais, elle fait le show. Je pense, je vois c'est qui... En fait, je pense le sport international comme ça, il y a un côté show, en fait, qu'il faut un peu avoir. Exact. Si tu es juste là, tu fais ta performance, puis tu fais merci, tu pars.
Parce que tu vas attirer les caméras, tu vas attirer l'attention du public. C'est pas celle qui met des perruques de couleur. Si, c'est Ah elle. oui, tu vois, du C'est coup, je vois elle. qui c'est. Et elle, à un moment donné, elle les a enlevés. Ouais, Et parce elle a que ça la gardé faisait ses chier tresses. pour Ouais, elle a dit c'est courir. bon. Elle a enlevé. Et là, on dirait genre en mode, c'est comme si genre en mode elle a fait transformation. Et genre franchement, elle, je la suis de ouf. Franchement, c'est vraiment, franchement, waouh. Bah, tu te souviens à l'époque, elles avaient les coureuses, elles avaient Ouais, des ouais, comme ça, les américaines. Il y a une Jamaïcaine en plus aussi, hein, qui est hyper forte. Et elle, justement, elle a les ongles. Mais elle aussi, elle est hyper forte. Et elle met aussi beaucoup de. Mais ça, mais elles font le show, hein, c'est pour le show. Quand elles peuvent pas s'entraîner avec ça. Elles mettent ça le jour de la course, quoi. Ouais, pour se faire par les sponsors, pour se faire voir, même pour le show. Etc. Il faut. Hein. Non, c'est vrai. Le show, c'est important dans le sport. Hein. Donc, je pense qu'en fait, le sport féminin, finalement, j'ai l'impression qu'il fonctionne mieux quand c'est un peu en individuel qu'en équipe. Quand ils pensent, parce que regarde, athlétisme, souvent c'est sur les disciplines 100 mètres, 200 mètres, patinage, tu vois. Les MMA. Ouais, le MMA. Le MMA féminin fonctionne quand même. Ouais, quand même. Moi, je connais des. Comment elle s'appelle la blonde, là, elle était championne de MMA, championne du UFC, j'oublie comment elle s'appelle. Oui, elle est Ronda Rousey. Ouais, Ronda Rousey. Ouais, elle a fait des films et tout. Aussi, hein, ouais. Tu vois. Moi, je pense qu'il y a. En fait, malheureusement, je trouve qu'il y a certains sports qui vont mettre plus de temps d'évoluer, comme par exemple, pour moi, le foot. C'est le sport qui va mettre, pour moi, le plus de temps à évoluer. C'est un peu méchant ce que je vais dire, mais j'assume mes propos. Parce que c'est un sport qui attire beaucoup les beaufs. Ça attire beaucoup des mecs un peu arriérés dans leur mentalité, un peu macho. Conservateurs. Voilà. Tu vois, écoute, quand j'étais plus jeune, je faisais parfois hôtesse comme job étudiant. J'ai fait une fois hôtesse dans un club de foot, plus jamais. Hein. C'était les pires personnes. Hein. Ils nous ont essayé de nous tripoter, ils nous ont insultés. T'as pas ça en basketball, t'as même pas ça en boxe. Alors boxe, t'as les ring girls qui sont avec des petits bikinis. Là, non, c'est vraiment, pour moi, c'est le pire public. Mais c'est le public où il y a les hooligans, c'est le public où on lance des bananes sur les joueurs dès qu'ils ont une couleur de peau plus foncée. C'est vrai que le public c'est le public de foot, pour moi, c'est le pire. C'est celui qui va évoluer en dernier. En fait, moi, je pense que le public football, c'est le pire, mais dans le sens où c'est aussi le meilleur. Parce que il faut aussi faire la différence dans le sens où, en fait, des passionnés de football, ils sont vraiment, mais vraiment passionnés. Et comme par exemple, une personne qui déteste une équipe, il va vraiment, mais vraiment la détester, genre même dans la vie réelle, alors que c'est qu'un sport. Tu vois, un sport, ça reste, entre guillemets, un jeu. Surtout quand tu regardes. Moi, je trouve que ça va trop loin en foot. Quand ça tourne en bagarre, quand ça tourne, ça va trop loin. On est trop attachés. Moi, je t'avoue, j'ai jamais aimé ce sport. Enfin, non, c'est pas le sport en lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour qui me dérange. Ouais, les supporters. Après, je pense le racisme, déjà, c'est quand même le seul sport où il y a autant de racisme. Enfin, de la part des supporters envers les joueurs eux-mêmes. C'est pas normal. Mais c'est parce que aussi il y a beaucoup plus de monde. Ouais. Est-ce que aussi c'est pas parce que c'est le sport le plus médiatisé, avec le plus de monde, plus de visibilité. Tu sais que la Coupe du Monde, elle a plus de visibilité que tout. Enfin, je me demande entre la Coupe du Monde et le Super Bowl football américain, je me demande. Non, je pense que ça se tape quand même. Je pense. Super Bowl, après, c'est que les Américains qui regardent. Ouais, la Coupe du Monde quand même, c'est international. C'est leur Coupe du Monde à eux. Hein. Super Bowl, c'est international. Dis-toi, la Coupe du Monde, même les Américains, ils y regardent. Donc, je pense que c'est la Coupe du Monde. Hein. C'est très, très, très médiatisé. Je me demande combien d'argent ils doivent se faire juste avec cet événement-là. Tu vois, les pays veulent l'organiser. Hein. Ils savent que derrière. Ah oui, en tourisme déjà. Tu as vu le nombre de personnes qui viennent. Mais ça ramène. Est-ce que quand par exemple un pays, parce que moi je sais pas, hein, je demande. Quand par exemple un pays organise une compétition comme Coupe du Monde, par exemple Cannes, est-ce que les fonds, par exemple des tickets, ça va chez eux? Ça va genre dans leur pays pour, on va dire, augmenter le PIB ou ils ont juste une petite partie? En fait, à mon avis, il doit avoir un contrat. Ça, je connais pas les termes. Il doit avoir un contrat avec la FIFA. Okay. Je pense que les frais doivent être partagés, mais par contre, ça génère des revenus au niveau tourisme. Ouais, c'est vrai. L'hôtel, les restaurants, même les commerces. Ouais. Non, c'est vrai. N'oubliez pas que les gens, ils viennent et ils restent peut-être un mois ou genre il y en a, ils assistent à tous les matchs, ils restent. Il y en a tous les matchs de leur équipe, parfois les matchs même des autres équipes. Ils vont manger, ils vont acheter des vêtements. Donc non, ça génère de l'argent. Et puis la mise en avant aussi du pays. Tu vois, parce que des fois, il y a des pays, les gens ne calculent pas trop. Des fois, et le tourisme après peut augmenter dans le pays par après. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont pris en photo. Ils ont été là. C'est bien et tout. C'est vrai que moi aussi, des fois, il y a des pays, mais moi, je pense que c'est parce que les gens, plus j'ai vu des gens y aller. Mais c'est vrai, il y a des pays, je m'étais jamais dit que j'aurais été. Et au final, tu sais pas à quoi ça ressemble, quoi. J'ai été comme avec mon ami ici, mais donc voilà. Mais du coup, en plus, on parlait d'argent. La dernière question était
l'argent dans le sport, est-ce que les salaires sont justifiés? Donc, pour, par exemple, les joueurs NBA ou les joueurs de foot. Mais là, c'est pareil parce que, c'est pareil. Hein. En fait, comme mon ancienne formation, c'était justement communication et marketing, c'est justifié dans le sens où ils génèrent beaucoup d'argent. Par exemple, tu as vu le prix d'un maillot, vraiment un maillot, un maillot d'une vareuse ou d'un maillot de basketball. C'est cher. Ça commence à partir de 90 €. Mais imagine combien ils en vendent. Ouais. Rien que ça, même toutes les casquettes, tout le merchandising, les baskets. C'est normal que moi je pense que c'est normal que les sportifs ils aient un peu leur part parce que c'est eux en fait au final. C'est eux qui ramènent l'argent. Tu vas pas, finalement tu sais pas qui manage. Ouais, parce que la FIFA, c'est bien beau. Bon. En fait, ils vendent leur image. En fait, ils vendent leur image. C'est leur image, hein, c'est le droit. Et c'est vrai que ça paraît énorme, mais finalement, quand tu penses, si tu dois peut-être un jour faire un calcul et voir combien de maillots ils ont vendu, combien d'adhésions aussi dans les fédérations ont été vendues, ou des adhésions, je suis sûr qu'il y a un abonnement pour aller voir la NBA aux États-Unis. Il doit y avoir un système d'abonnement. Sûrement. Mais c'est via les joueurs. Donc c'est vrai que ça paraît énorme, mais je pense qu'à mon avis, ça doit être justifié. Moi, je pense que si on verrait les chiffres que les clubs, genre ils gagnent, quand par exemple, j'imagine pas, tu signes Léo Messi, je pense qu'il y a des gens qui seraient choqués de voir l'argent que le club bah oui, prend, parce qu'ils vont avoir peut-être un peu plus de personnes qui vont prendre un abonnement, le nombre de tickets va augmenter. Même juste les abonnés, même Insta, on voit parfois un club, il va signer, je crois que c'était avec Léo Messi, hein, et je crois en même pas 15 minutes, il gagne 500, 600, 800 abonnés. En autorité, c'est abusé. C'est une dinguerie. C'est abusé. Tu sais que, je sais pas si vous avez vu dans une conférence de presse, Ronaldo, à un moment donné, il fait ça. 10 minutes, les actions. C'est abusé le pouvoir qu'ils ont. C'est pas une bouteille d'eau, c'est une bouteille de avec Coca. ouais. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est justifié. Il a fait, c'était, je pense, une publication Instagram. Il a porté la paire de baskets. Je pense que dans l'heure qui a suivi, la basket, tu ne pouvais plus l'acheter. C'est abusé. Hein. Mais c'est incroyable l'influence qu'ils ont, quoi. Donc, je pense que c'est ça que tu payes. Et puis aussi, il ne faut pas oublier une chose très pratique. La carrière de footballeur n'est pas si longue que ça. Ça s'arrête à la trentaine. Alors après, s'ils ont un peu de chance, ils peuvent durer jusqu'à à peu près mon âge, les grands max 40. J'ai 47 années. Et du coup, après, il faut vivre après. Surtout maintenant, on vit plus longtemps. Donc, il est censé vivre encore au moins 40 ans après. Ouais. En tout cas, on voulait vraiment te féliciter déjà pour tout ce que tu as fait et te remercier d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur Pas à Pas. Donc, je ne sais pas si tu as un mot ou si tu as un conseil à donner à nos auditeurs pour conclure cette belle interview. Moi, le conseil que j'ai à donner, si vous y croyez, vous y arriverez, même si ça prend du temps. La première chose, pour que les gens croient en vous, il faut d'abord que vous croyez en vous-même et surtout que vous vous faites confiance. Vous ne pouvez pas avoir la confiance des gens si vous croyez en vous. Et si quelque chose vous tient vraiment à cœur, un projet professionnel ou un projet sportif, par exemple, vous lancez dans quelque sport que ce soit, mais de haut niveau, si vous y croyez, que vous travaillez, vous y arriverez. Il faut croire en vous. Ça, c'est important. C'est la base, c'est croire en soi. Et après, il faut être patient. Voilà. Rome ne s'est pas construit en un jour. C'est la même chose pour une carrière sportive, par exemple, ou même une carrière professionnelle. Là, je m'adresse à ceux qui se lancent dans le coaching sportif. C'est pas en 6 mois qu'on fait sa clientèle. Ça prend du temps d'avoir son réseau et sa réputation. Donc, croyez en vous et le reste suivra. Ok. Très bonne parole. Très belle parole. Excellent. Sur ces belles paroles, les gars, on va terminer le podcast. On se retrouve du coup dans 2 semaines. Et les gars, n'oubliez pas, le problème n'est pas le jour. Le problème c'est ton job. Merci beaucoup. Salut. Yo.